pour l'indépendance du village, hein, on va dire. Même si ce n'était pas vu comme ça à l'époque. Hein, c'est la chapelle Saint-Maurice, en fait, elle est celle dont on a parlé tout à l'heure. Elle est finalement directement tout droit ici dans un jardin. Elle était bien sûr, elle n'est plus. Hein, il n'y a plus de traces de cette chapelle. Il pourrait éventuellement y avoir un plan au sol qui ressortirait au moment d'une construction s'il y a des fouilles archéologiques un jour. Mais aujourd'hui, précisément, on aurait beaucoup de mal parce que le plan qu'on a, c'est un plan levé à main et du coup, il n'est pas forcément précis. Donc, il n'est pas question de calculer le nombre de mètres exact d'un lieu à un autre. Donc, ça serait difficile aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était la première chapelle Saint-Maurice, effectivement, était importante parce que c'est probablement le lieu de réunion des villageois, de communauté entre elles, d'une forme de communauté entre elles. Alors la construction de cette église en 1725, donc au tout début, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, marque une étape quand même dans le fait que ça veut dire qu'en fait, Malissard devient quand même un village. Même si ce n'est pas une municipalité à part entière, devient un village, elle a besoin d'avoir son propre lieu de culte. Et il y a eu des travaux, alors on ne peut pas imaginer l'église telle qu'elle était en 1725, ce n'était pas l'église que l'on voit maintenant aujourd'hui. Hein. Puisqu'il y a eu des travaux, il y a eu des réaménagements. Mais globalement, même s'il y a eu un projet donc, sur la façade, hein, il y a un projet qui a été réalisé au 19e. Alors, on va vous le montrer. Il était difficile, parce qu'on a fait scanner des plans. Voilà, alors on a un projet d'aménagement qu'on a reconstitué et recollé. Alors ça se trouve dans les archives municipales de Chabeuil. Voilà, ça c'est à Chabeuil. Parce que Malissard n'était pas encore une commune. Voilà, donc on a envie de changer la façade de l'église et on propose un fronton triangulaire un peu qui forme une forme un peu de monumentalité, une sculpture au centre, des vitraux de chaque côté, c'est-à-dire qu'on inverse un peu par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. On refait une entrée plus classique, c'est-à-dire plus 17e, 18e d'ailleurs dans l'esprit que celle-ci qui est encore médiévale, hein, qui a une image médiévale, même si ça ne date pas du Moyen-Âge, et puis un clocher qui garde à peu près la même structure, la même forme, avec simplement des différences d'ouverture. Donc avec un plan du clocher, enfin, ce projet a été réalisé, vraisemblablement le projet lui-même a été réalisé, dessiné on va dire, mais il n'a pas été exécuté. Voilà, il n'a pas été exécuté par l'architecte Brun. Voilà, c'est Brun qui l'a fait. C'est un architecte voyer en fait, je crois. Donc c'est lui qui approuvait ou pas les plans. Donc il a été question. Alors je l'ai. Là, il n'est pas daté. Il n'est pas daté. Le clocher était plus haut. Hein. En général, là c'est daté et là pour le coup il n'est pas daté. On pense que oui, en 1865, on a trouvé trace d'une indemnité de secours accordée par l'État pour la reconstruction de la façade et du clocher. Donc a priori, la façade et le clocher ont été, le clocher a été rehaussé, la façade a été réaménagée, mais pas dans le projet tel qu'il est présenté là. Alors j'ai pas trouvé d'autres plans ni d'autres dessins, donc voilà. On a vu ce dessin-là, on sait que c'est pas tel qu'elle est, mais voilà, on n'en sait pas plus. Quelquefois, la découverte de documents dans les archives nous fait tout de suite beaucoup... on est toujours très content, on dit ah chouette, ça y est on a trouvé, puis après on le met devant et on se dit ah ben non c'est pas ça. Il y a eu un projet effectivement, mais il y a des multitudes de projets qui ne se réalisent pas. Voilà. Donc du coup ces projets ils partent dans des archives, on les retrouve et malheureusement ce ne sont pas, c'est jamais une science exacte en quelque sorte. Vous voyez on est toujours. Ce qu'on peut voir dans les archives c'est que dès le début du 19e elle est en mauvais état. Il y a une lettre du préfet de 1821 qui dit qu'il faut impérativement faire des réparations. Il y a des aides de l'État en 1865. On pense que là, à ce moment-là, il y a eu une grosse campagne de travaux. Et donc, mais voilà, on n'a pas un remodelage de la façade et du clocher, mais on n'a pas les plans qui correspondent à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, elle est par sa structure, en fait, elle est inspirée de ce qu'on appelle les églises romanes. Alors elle prend aux églises romanes quelques éléments, à savoir la lisibilité de l'intérieur sur la façade. C'est-à-dire que quand on regarde la façade, on comprend comment l'église est faite à l'intérieur. Elle a une grande nef et elle a deux bas-côtés. Donc on le voit parce que quand on regarde la façade, on voit bien qu'on a une séparation en trois étapes verticales. Donc ça c'est propre à l'art roman. C'est quelque chose qu'on ne voit plus forcément avec les grands portails gothiques qui vont complètement modifier les églises à partir du XIIIe, XIVe siècle, et puis qu'on ne voit plus non plus dans les grandes façades
période baroque des églises, quand les églises sont construites au XVIIe dans le style baroque, XVIIe, XVIIIe, voire XIXe. Donc là, on a cette lisibilité de façade, donc extrêmement simple, hein, c'est-à-dire qu'on aura un bâtiment à 3 nefs, hein, une nef centrale et 2 bas-côtés, et on a probablement ce qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'effectivement il y a eu des aménagements, elle a été nettoyée, elle a été restaurée, nettoyée, d'ailleurs dans les années 2000, hein, début des années 2000, 2002, je crois. Voilà, c'est un architecte valentinois qui a fait les travaux. Thomas Joly, oui. Et vraisemblablement, le fait qu'on ait comme pierre, la pierre de tuf sur les côtés, semblerait dire qu'elle devait être enduite. Alors je dis semblerait dire, je le dis avec toute précaution, puisque quelquefois le tuf n'est pas enduit, mais c'est relativement rare. Ici on a 3 pierres, on a 3 pierres locales. Elle est très synthétique sur la question de la pierre dans notre région. On a les soubassements en pierre de crussol, ça c'est tout à fait logique. Dès le XVIIe, XVIIIe siècle, on n'utilise plus la molasse pour faire les soubassements de maisons, d'édifices, d'églises, tout simplement parce qu'on a des remontées humides par le sol qui font que la pierre de molasse, qui est très sensible à l'humidité, elle se dégrade à la base. Et un bâtiment qui se dégrade à la base, bien sûr, ça pose toujours beaucoup plus de problèmes que s'il se dégrade en hauteur. Hein. Soit on modifie les églises anciennes, c'est le cas de la cathédrale Saint-Apollinaire à Valence, si vous regardez bien elle est en molasse, mais toute la base est en pierre de crussol, exactement comme ici. Hein, c'est cette pierre très dure, c'est un calcaire jurassique, donc un calcaire très pur, qui fait qu'elle est extrêmement solide. Le calcaire de crussol, on le retrouve beaucoup pour les soubassements, on ne sculpte pas dedans parce que c'est une pierre qui est beaucoup trop dure, donc elle ne se sculpte pas, et il est assez fréquent, bien sûr, de le retrouver dans tous nos monuments. Les 2 autres pierres, c'est la pierre de molasse, alors celle qui vient le plus souvent de Châteauneuf-sur-Isère, puisque les grandes carrières de molasse sont à Châteauneuf-sur-Isère, c'est celle qui va donner corps à la partie centrale du bâti, avec les 2 colonnes sculptées, avec des chapiteaux sculptés, les 2 colonnes engagées et les chapiteaux sculptés, et puis ce portail qui rappelle aussi la forme des églises romanes, avec l'arc en plein cintre, dans lequel on aurait pu trouver un tympan sculpté. Là, on a simplement quelque chose de très simple avec une pierre blanche dans lequel il y a eu 3, mais il est fort possible qu'au XVIIIe siècle, on ait eu ici un tympan sculpté, hein, qui a pu disparaître pour des raisons X ou Y. On l'enlève, on le change, on l'aime plus, c'est plus comme ça qu'on fait maintenant. Voilà, voyez. Puisque les histoires, le patrimoine est sujet à. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a changé de dénomination, c'est-à-dire qu'elle a été consacrée. Au départ, elle n'était pas consacrée à Saint-Maurice, elle l'est devenue, mais au départ, elle était consacrée à Notre-Dame de l'Illumination, voilà. Et puis ensuite, Notre-Dame de la Lumière, et puis ensuite, elle a été consacrée à Saint-Vincent. Et pour finalement être consacrée à reprendre le nom de Saint-Maurice qui était le nom d'origine de la chapelle. Voilà. Ce n'est pas Saint-Maurice que l'on voit à gauche, hein, c'est Saint-Joseph et la Vierge. Donc on a 2 représentants de la brique, enfin bon, les côtés de l'église, c'est moins important. Et de toute façon, c'était obligatoirement enduit. Là, en l'occurrence, on a dans les travaux de rénovation quand même de l'église, de l'intérieur de l'église, parce que c'est toujours très intéressant de regarder et d'analyser d'églises qui sont restées très proches de ce qu'elles étaient à l'origine. On a eu l'occasion d'en parler déjà une fois, puisqu'on a fait une visite de cette église pour les Journées du patrimoine en 2010. C'était la première fois que nous venions présenter cette église. C'est intéressant parce que d'abord quand on vit dans un lieu, on a l'occasion, même si on n'est pas pratiquant, on a l'occasion de venir dans l'église de son village parce qu'on y vient à un mariage, parce qu'on y vient à des enterrements, parce qu'elle fait partie, hein, on a vu la communauté et comment une communauté se retrouve autour de certains lieux. Là pour le coup, une église c'est un lieu où la communauté se retrouve et ça depuis les origines. Et puis même au quotidien aujourd'hui, même si on ne vient pas fréquemment, on a quand même un élément, on a des souvenirs hein, qui nous rattachent à ce lieu. Et ce lieu est extrêmement intéressant, d'abord parce que sur le plan d'histoire et architecture, vous avez vu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure ne s'avère pas, c'est ce que je vous ai dit, en façade, on a une façade médiévale, parce que dans le sens typique de l'art roman, avec 3 éléments qui nous indiquent qu'on a
3 nefs à l'intérieur. C'est une nef principale et 2 bas-côtés. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à l'intérieur. Et là, on voit aussi tout le décalage qu'il peut y avoir entre une façade et une église. C'est-à-dire qu'ici, on a fait ce qu'on appelle une église halle. L'église halle était plus simple à faire. On a plus les moyens de faire des églises halles aussi au 19e siècle, au 18e déjà, bien évidemment, 18e, 19e, qu'on avait les moyens au 12e siècle. Au 12e siècle, si on avait pu faire des églises halles facilement, on en aurait fait beaucoup plus. Si on a fait des églises avec des nefs et des bas-côtés, c'était tout simplement qu'on avait des problèmes de poids, de pierre, de poussée, et qu'il fallait un peu, on ne pouvait pas ouvrir des espaces comme celui-ci avec des voûtes en pierre qui étaient extrêmement fragiles. Oui, il n'y a pas de pilier. Il n'y a pas de pilier, tout à fait, bien sûr. Parce que là, on a au 18e et au 19e siècle, parce que je pense que depuis le 18e siècle, il y a eu des modifications. Je pense que cette église, l'église inaugurée en 1725, n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. Là, on a un schéma d'église qui est beaucoup plus un schéma d'église 19e. Par sa structure, parce qu'on a bien sûr davantage les moyens techniques pour pouvoir faire tenir une grande voûte ouverte sans pilier. Voilà, donc ça c'est le propre du 19e et du 20e siècle. Pour les tribunes, la création des tribunes, oui, c'est ça, tout à fait, au 19e, quand on crée la tribune ici. Donc, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette église, enfin, il y a cet aspect qui est intéressant, ce décalage entre la façade et l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a eu des remaniements, qu'elle a été retouchée. Et autre élément intéressant, c'est que c'est une église qui a quasiment gardé son décor et son aménagement, on va dire, de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et ça, c'est toujours intéressant parce que souvent, dans les églises aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le temps, des éléments non plus courts, on ne s'en sert plus. Alors, il y a eu surtout le grand événement qui a été lié à Vatican II dans les années 1960, où on a totalement changé l'organisation et la liturgie et tout le processus donc, de la messe, ce qui va expliquer que dans les églises, on a fait énormément de, j'oserais presque dire entre guillemets, de dégâts dans les années 1960-70 en matière de patrimoine, parce que, eh bien, on ne célébrait plus la messe comme ça, donc les grands autels sculptés qu'on avait en fond d'église dans les absides, eh bien, du coup, ils n'avaient plus leur place, puisque le prêtre devait célébrer donc, la messe face aux paroissiens. Donc, du coup, les grands autels, on les a mis derrière, mais il fallait qu'ils soient devant, puisqu'il fallait bien la table de consécration. Donc, du coup, on a jeté, cassé, enfin bon, voilà. Donc, ce qui explique qu'au XXe siècle, on dit souvent que les guerres de religion et puis que la Révolution ont été des périodes de destruction. C'est vrai que ce sont été des grosses périodes de destruction. Je parle en matière de patrimoine, je ne me place pas du tout sur l'aspect histoire et sociologie, je parle en matière de patrimoine. Bien évidemment, les années 60-70 ont été bien plus dévastatrices pour le patrimoine, 70 et 80, on va dire, 60, 70, 80. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a conservé ici, par exemple, un chemin de croix d'époque. Alors, bien évidemment, ce n'est pas forcément un chemin de croix signé daté de Léonard de Vinci ou d'accord, mais ça n'empêche que c'est tout un monde, si vous voulez, de la façon dont tout un témoignage de la façon dont on vivait dans les villages au 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors vous avez notamment, alors ça va vous obliger à tourner un petit peu la tête, mais sans aller non plus s'émerveiller devant la statue, mais vous voyez ici, vous avez une représentation de Saint-Maurice. Alors bien évidemment, la dédicace à Saint-Maurice va bien évidemment obliger la communauté religieuse, la communauté catholique de Manissard, au 19e siècle, à proposer bien sûr une représentation de celui du saint auquel est consacrée l'Église. Et on a un Saint-Maurice qui est intéressant parce qu'il répond à une partie des critères de Saint-Maurice. Saint-Maurice était noir, il était nubien. C'est un saint nubien, c'est-à-dire qu'à l'origine Maurice était copte, c'était un chrétien d'Égypte, donc la chrétienté propre à l'Égypte. Il était nubien, il a été martyrisé en Suisse puisque c'était Saint-Maurice d'Agone, son vrai nom. Il faisait partie de légions qui avaient été enrôlées par les Romains et qui étaient en Suisse et à qui on avait demandé d'aller martyriser, tuer des chrétiens. Là, on est au 2e, au 3e siècle. Et Maurice, qui commande les légions, refuse. Et ils seront tous les militaires de l'armée de Maurice seront tous exécutés par les Romains. Donc, il est un saint, il porte sa palme du martyr. Vous voyez sur la gauche, il a dans les mains sa palme du martyr. Donc, il a souffert le martyr. Et vous remarquez qu'on lui a, il a quand même les jambes noires, même si on ne sait pas trop si c'est un pantalon, mais on dirait quand même qu'il a, on voit bien sa musculature sur le dessus du genou. Donc il a des jambes noires, mais il a quand même une tête bien blanche. Alors pourquoi? Parce que vraisemblablement, quand on fait ces statues en série au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, eh bien on n'imagine pas pouvoir faire un saint noir. Donc du coup, vous voyez, quand même, on rappelle quand même par ses jambes qu'il avait la peau noire.